Imagine-toi dans une gare bondée. Tu marches vite, ton train part bientôt. Et soudain, tu le vois, un chien concentré, harnais sur le dos, qui guide un humain dans la foule. Son allure est fluide, son regard vif. Il travaille. Et c'est peut-être ça, le mot qui nous interpelle aujourd'hui. Travailler. Que veut dire ce mot pour un animal? Est-ce un rôle qu'il choisit? Est-ce une aide précieuse ou une charge imposée? Ce qui m'amène à la question, est-ce une collaboration ou bien une exploitation? Dans cet épisode, on parle d'un sujet souvent invisible, les animaux travailleurs, ceux qui accompagnent, qui aident, qui tirent, qui guident, qui divertissent parfois. On interroge notre regard sur leur utilité, on se demande si leur place dans nos sociétés est vraiment choisie ou simplement subie. Hello, j'espère que tu vas bien. Oh, on a la visite d'un petit Ézéchiel avec nous pour cette introduction, si c'est pas mignon. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été interrompu par la visite d'un de mes petits bébés. Il faut dire que j'essaye quand même d'enregistrer quand ils sont calmes parce que sinon on n'a pas fini de les entendre. Bref, j'espère que tu vas bien. On se retrouve déjà pour le 9e épisode. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ça passe vite. Ça fait déjà 9 épisodes qu'on est ensemble, qu'on crée cette aventure ensemble, c'est fou. Enfin, pour moi, c'est incroyable et ça me rend trop heureuse. Je voulais aussi profiter de cette introduction pour t'annoncer une nouvelle. Ça fait quelques temps, comme je te l'ai déjà dit, j'ai pas mal d'activités en même temps, ce qui fait que j'ai beaucoup de stress avec. Donc, j'ai quand même des difficultés, je l'admets, à bien organiser mon temps, pour le podcast surtout. En fait, je me retrouve systématiquement en retard dans mes épisodes par rapport à l'organisation que j'aimerais avoir, ce qui fait que je suis littéralement tout le temps en stress. Tu vois, là, l'épisode 9, je l'enregistre aujourd'hui, on est le vendredi 20 juin, alors que l'épisode il sort ce mercredi, tu vois. Donc je suis pas en avance, ça me stresse, sachant qu'il y a aussi tous les posts, enfin le teasing, la sortie d'épisode, la description de l'épisode, etc. Il y a plein de choses à faire et je me retrouve toujours à faire un peu tout à la dernière minute parce que j'ai pas assez de temps. Enfin, quand j'ai lancé le podcast, j'ai pas prévu assez de choses en avance, ce qui fait que je suis obligée de keep up avec ce retard. Donc, je voulais t'annoncer que à partir du 10e épisode, donc après l'épisode 10, je vais faire une pause, je ne sais pas de combien de temps, minimum 1 mois. Et voilà, ça va me permettre moi de bien bosser dans mon coin et d'avoir plein d'épisodes à l'avance et du coup d'être beaucoup moins stressée et de pouvoir te proposer plus de contenu de qualité parce que par exemple cette semaine j'ai rien pu te publier sur les réseaux sociaux, pas de vidéos, pas d'enrichissement, rien de très enrichissant pour toi parce que je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai aussi la création de contenu sur mon compte d'autrice plus mon roman à écrire. Donc c'est un petit peu compliqué, je préfère, en plus c'est quelque chose que font beaucoup de podcasteurs pendant la période estivale, faire une pause, préparer beaucoup de contenu à l'avance, enfin surtout les épisodes, parce que du coup pendant cette pause je continuerai d'être présente sur les réseaux sociaux. Mais du coup les épisodes vont ralentir. Mais c'est pour vous proposer du contenu de meilleure qualité, plus travaillé, parce que j'aurais eu le temps de vraiment bien les travailler. Donc voilà, j'espère que ça te dérange pas et de toute manière, il y a sûrement plein d'épisodes que t'as pas encore écouté et que tu peux écouter. Mais voilà, je voulais te prévenir, je voulais te le dire à l'avance. Je le rappellerai dans l'épisode 10. Mais c'est comme ça que que j'envisage la suite. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en comment... Non, ne me dis rien en fait, je dois juste gérer moi toute seule. Ok,
on va pouvoir entrer enfin dans le sujet parce que j'ai fini cette longue introduction où on va parler des animaux au travail, enfin des animaux qui travaillent. Mais avant de parler des métiers des animaux, il faut peut-être se poser une question simple. Qu'est-ce que le travail ? Le travail, si on s'en tient à une définition générale, c'est une activité qui est organisée, souvent répétée avec un ou des objectifs précis, qu'ils soient de production, d'assistance ou de service. Et dans nos sociétés humaines, il est aussi associé à la notion de rémunération, de statut, parfois de contrainte, n'est-ce pas ? voire d'exploitation. Ok, maintenant que ça c'est clair, on va parler de ce que sont les animaux de travail. En fait, quand on parle d'animaux de travail, on désigne des animaux qui sont dressés, entraînés et mobilisés dans le cadre d'une activité humaine. Ça peut aller du chien guide d'aveugle au cheval de trait, du chien policier au chat anti-nuisible sur les bateaux, parce que je pense que je ferai des vidéos anecdotes parce que j'aimerais bien parler un peu de comment les chats sont arrivés, par exemple sur certaines îles au Japon, etc. Enfin, bon, j'ai plein d'idées de sujets, mais encore une fois, j'arrive pas à trouver le temps de les faire et désolée pour ma voix d'avance parce que je suis enrhumée. Mais il y a aussi les vaches laitières. Alors attendez, je précise ici que dans ce cas, on est quand même beaucoup dans l'exploitation parce que pour les vaches dites laitières, on insémine artificiellement les meumeux pour qu'elles mettent bas à des veaux, qu'on leur retire de manière abominable à la naissance pour ensuite traire le lait pour la consommation humaine. Je veux juste rappeler que les vaches produisent du lait parce qu'elles sont des mamans, parce qu'elles ont donné naissance. On ne traite pas une vache juste parce que c'est une vache. On traite une vache parce qu'elle a un bébé et c'est pour ça qu'elle fait du lait. Une vache ne produit pas de lait si elle n'a pas eu un bébé. Voilà, je voulais juste m'assurer de ça parce que quand on était petit, on n'a pas appris les bonnes choses. Bon, ça, c'est la vérité. Ok, voilà. Donc si tu peux diminuer ta consommation de lait, tu as beaucoup d'alternatives végétales qui valent le coup et qui peuvent empêcher cette exploitation qui est cruelle. Ok, parenthèse pro-vegan terminado, on peut continuer. Donc ce sont des animaux qui au quotidien remplissent une fonction, une mission si tu préfères, et dans certains cas, un rôle crucial. Maintenant que ça c'est clair pour nous, ça soulève certaines questions, enfin moi je trouve. Est-ce qu'on peut vraiment parler de travail pour eux ? Est-ce qu'ils ont le choix ? Est-ce qu'ils ont le droit de dire non ? Ont-ils des conditions de travail, une sécurité, une fin de contrat ? Parce qu'au final, la notion de travail, elle est surtout propre à l'homme et on l'a projetée sur d'autres espèces. Donc c'est toutes ces questions qu'on va explorer aujourd'hui entre utilité, dépendance et parfois et surtout souvent, exploitation. Quelle est vraiment la place des animaux travailleurs dans nos sociétés ? Je te propose qu'on commence par ceux qu'on connaît le plus, donc les chiens d'aveugle, les chiens d'assistance, les chiens de détection, donc détection pour les drogues, explosifs et les maladies, etc. Donc on va commencer par ça. Ces chiens sont souvent issus de sélections génétiques rigoureuses, tu t'en doutes. Ils sont formés pendant des mois, voire des années. Et leur rôle, il est indispensable. Et dans bien des cas, leur lien avec leur humain est très fort. Mais malgré l'amour et la complicité, pour nous en tout cas, ça reste du travail. Je pense aussi aux chevaux, ils ont tiré nos charrues, nos charrettes, ils ont été nos moyens de transport, ils le sont encore, nos soldats même. Et aujourd'hui encore, on les retrouve dans la police montée, aussi dans certains travaux agricoles et touristiques. On n'oublie pas non plus les animaux de ferme, dont le travail est littéralement invisible, continuellement exploité, souvent dans l'ombre. Là, pour moi, c'est un petit peu un élément très important parce que, comme tu le sais, parce que je le dis dans tous les épisodes, je suis végane et je porte les valeurs véganes. Mais on oublie, toujours les animaux de ferme parce que leur travail est littéralement invisible. Les vaches, les poules, les brebis, on a tendance à oublier qu'elles remplissent elles aussi une fonction qui bénéficie directement et seulement
aux humains. Mais on a aussi les moins visibles, on s'en parlait dans l'épisode de la zoothérapie. Donc il y a aussi des animaux de médiation, donc des chiens ou chats ou autres en EHPAD, en hôpital ou bien même en prison. Et on a notre petit Ézéchiel et Kaito qui jouent derrière. Bon, reprenons. Donc on a effectivement ces animaux qui sont présents pour établir du lien avec des humains. Quand le cadre est bienveillant, ça peut être positif, très positif, mais ça reste un travail émotionnel qui est quand même très intense pour eux. Et puis il y a aussi les animaux de spectacle et d'attraction. Ça m'énerve, ça je trouve que c'est une véritable abomination. Cirque, fêtes foraines qui font du dressage dans des conditions plus que discutables. Et là, on touche vraiment aux extrêmes. Et ce que je trouve frappant là-dedans, c'est que dans tous ces cas, c'est qu'on parle presque jamais de leur bien-être au travail. Alors que, bon, il est vrai qu'on commence seulement à parler du bien-être au travail pour les humains, mais pour les animaux à qui on leur impose ça, on n'en parle presque pas, ni de leur droit à la retraite, ni de leur consentement. Et cette histoire de consentement, elle est extrêmement importante, on va voir ça un petit peu plus tard. Et on a Ézéchiel qui joue avec son morceau, son petit bâton de matatapi derrière. Donc voilà. Et pourtant, derrière l'utilité, il y a bel et bien des émotions et des besoins. Maintenant, j'aimerais te parler de quand le travail devient ambigu, tout simplement entre épanouissement et instrumentalisation. C'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Certains animaux jouent un rôle fondamental dans nos sociétés humaines. Mais à partir de quand peut-on dire qu'ils travaillent et surtout à partir de quand ce travail peut devenir problématique ? Parce que finalement, c'est quand même ça qui nous intéresse, de ne pas dépasser les limites. La question centrale ici est celle du consentement et du respect des besoins de l'animal. Il faut se poser une question. Un animal peut-il vraiment choisir de travailler ? Pas vraiment. La question centrale ici est celle du consentement et du respect des besoins. Il faut se poser une petite question. Un animal peut-il choisir de travailler ? Pas vraiment. Mais est-ce pour autant toujours une forme d'exploitation ? Pas forcément non plus. Je pense que pour l'instant, c'est pas très clair, mais tu vas comprendre. Donc je pense que ça dépend des conditions dans lesquelles cette activité va se dérouler. En fait, il y a des signes très concrets qui peuvent nous indiquer si l'animal vit bien ou non ce rôle qu'on lui impose. Je te propose alors qu'on fasse un peu un tour des points que tu peux observer pour justement arriver à une conclusion toi-même de si on est plus côté exploitation que le travail est bon et aide l'animal à s'épanouir. Première chose, c'est la possibilité d'arrêt. Est-ce que l'animal peut refuser ce qu'on lui demande ? Est-ce qu'il peut se reposer ? Est-ce qu'il peut dire non et être entendu ? Donc est-ce qu'on va écouter ces signaux ? Si on prenait un exemple, un chien, parce que sinon je vais... Prenons l'exemple du chien, parce que sinon je vais partir sur le véganisme encore et bon, c'est pas l'objectif. Un chien qui détourne la tête, qui ralentit ou qui se fige est peut-être en train de dire qu'il n'a pas envie. Est-ce que ces signaux sont écoutés ? Ou alors est-ce qu'on observe ces signaux et on insiste quand même ? Là, t'as déjà une première indication de si t'es en train de forcer la tâche à ton animal. Coucou Kaito. Ensuite, on va voir les stimulations. Donc, est-ce qu'elles sont adaptées ? Le travail de l'animal peut être intellectuellement très stimulant. Mais si c'est trop intense ou trop fréquent, ça peut devenir une source de stress. Donc il faut veiller à se poser les bonnes questions comme est-ce que l'animal est épuisé en fin de journée ? Est-ce qu'il a vraiment des moments de repos, même d'ennui positif, ou il peut simplement être juste lui, un animal, sans qu'on ait une quelconque attente envers lui. Donc voilà, c'est une autre indication qui peut te permettre de faire la différence. Ensuite, on a la relation avec l'humain.
Est-ce une relation de co-construction ou bien une relation à sens unique où l'animal est juste là pour répondre aux besoins de l'humain, comme c'est d'ailleurs beaucoup le cas avec les chiens de sécurité, hein, quand on parle de duo humain-animal, on parle bien de lien et pas d'un outil qu'on active et désactive à volonté. Je pense notamment aux chiens de sécurité qui crèvent dans des cages et qu'on sort que pour le taf. Et ça, je vais en reparler tout à l'heure parce que j'ai des exemples concrets de ce genre de situation. Mais beaucoup, et souvent des Malinois, sont justement entraînés pour la sécurité, mais on les traite comme de la merde. Ils servent juste pour le taf et on les voit comme juste des outils qu'on peut disposer comme on en a envie. Et ça, c'est extrêmement grave. Voilà. Putain. Punaise, ça m'énerve parce que rien que l'autre coup, on rentrait avec mon chéri de je sais plus où et on faisait un peu de bruit dans la rue, rien de grave. Et il y avait un genre de chantier, il y avait un chien de sécurité. Il s'est mis à aboyer, normal, on faisait du bruit, on l'a dérangé et il s'est fait défoncer par son maître. À tes souhaits, Kaito. Mais défoncé par son maître. On a entendu hurler de hyper loin. C'est extrêmement... À tes souhaits, Kaito. Extrêmement grave. Enfin bref, on va en reparler. Et finalement, on a le respect du rythme naturel de ton animal. On parle ici de sommeil, d'exploration libre, donc d'être en liberté ou en semi-liberté, d'avoir des contacts sociaux avec des congénères, des pauses, etc. Ce sont des besoins qui sont essentiels, peu importe l'activité de ton animal. Ton animal, c'est peut-être un animal de travail, mais il a besoin de ça, c'est naturel, c'est vital pour lui. Donc voilà, là tu as déjà 4 bons aspects sur lesquels tu peux faire attention dans cette notion de exploitation ou alors travail épanouissant pour ton chien. Pour ton chien ou ton animal. Maintenant tu sais sur quoi tu peux être vigilant. À tes souhaits, Kaito. Dis donc. Alors, mon cœur. J'aimerais maintenant t'apporter 2 témoignages d'amis à moi qui travaillent avec leurs chiens. En l'occurrence, c'est des chiens. Et qui m'ont donné envie d'écrire cet épisode. Parce que justement, à parler avec elles, de leur activité, de leur métier, ça m'a donné envie de parler des animaux qui travaillent. Donc voilà, mon but, c'est vraiment de te montrer que ça peut aussi être sain de travailler avec son animal. La première personne que tu vas entendre s'appelle Ilona et elle a un chien d'assistance qui est encore en formation mais ils travaillent déjà beaucoup ensemble. Elle m'a expliqué à quel point elle est attentive, aux signaux de son chien pour savoir s'il va bien, s'il a envie et s'il est disponible. Mais je t'en dis pas trop, je te laisse son témoignage et ensuite on débriefe de tout ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Ilona, j'ai 26 ans, je travaille dans un cinéma et je suis en situation de handicap. Je suis accompagnée au quotidien par mon chien d'assistance en formation de 2 ans qui s'appelle Koda. C'est un croisé border collie et qui normalement, on croise les doigts, devrait être certifié en fin d'année. Notre rencontre n'était absolument pas prévue. Je suis passée devant la SPA et là, je l'ai vu. Il avait à peine 2 mois et demi et j'ai eu un coup de foudre. Cela faisait déjà plusieurs années que je me renseignais sur les chiens et le comportement canin. J'ai toujours voulu avoir mon propre chien, mais je n'ai jamais pu. Ce petit bout de chien a donc fini chez moi. Il a très vite montré de l'intérêt pour l'éducation et les tricks. J'avais vraiment l'impression qu'il comprenait tout ce que je lui disais et il apprenait extrêmement vite. Je pense que c'est vers ces 5 mois à peu près que je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience de l'assistance. Il a démontré de nombreuses qualités comme l'apprentissage rapide, le fait d'aimer travailler et le fait qu'on puisse l'emmener partout et qu'il sache se poser. Donc ça a pris plusieurs mois pour trouver une association. Il a passé un bilan comportemental auprès d'une super éducatrice et comportementaliste, d'ailleurs qui nous suit toujours au quotidien. Et il y a eu des examens pour vérifier qu'on puisse aller en accès public par la suite, avec l'association une fois rentrée, donc dans cette fameuse association, encore une fois. Donc les accès publics, c'est tout ce qui est lieu accueillant du public. Donc ça peut être de l'alimentaire comme du non-alimentaire. Et puis une fois passé tout ça, on a donc commencé la formation. Donc la formation commence par un tronc commun, puis par des tâches spécifiques. Étant bénéficiaire d'un chien d'assistance, j'entends souvent les gens parler autour de nous.
Souvent, je les entends dire qu'un chien d'assistance, ça travaille tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui sont malheureux parce qu'on refuse à ces mêmes gens, par exemple, de caresser notre chien, alors qu'ils travaillent. Mais bon, comme je le dis souvent, les chiens d'assistance, au même titre que les chiens de compagnie, ont plusieurs jours off dans la semaine pour se reposer. Ils ne travaillent pas comme ils le pensent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par exemple, comment expliquer? Avec Koda, on a des jours off, donc pour qu'il se repose, donc 1 ou 2 dans la semaine. Et souvent, je regarde si, par exemple, s'il est fatigué, s'il est sensible ou irritable. Et puis, on en profite pour placer ces jours-là. Mais aussi, bien sûr, même sans tout ça, il n'a pas besoin d'être fatigué, irritable ou autre pour en avoir. Mais c'est très important pour un chien d'assistance d'en avoir. Donc, il a ses moments également à lui, que ce soit par exemple en balade. Comme j'ai 2 chiens, c'est très important qu'il ait des balades seul, sans l'autre. Et il travaille, bien entendu, que quelques heures dans la semaine. Mais il a quand même une vie de chien à côté. Il joue, il voit des copains, il se promène, il va à la plage. Bon, il dort aussi allongé sur le dos, la langue sortie, mais bon, comme n'importe quel chien, j'imagine. De toute façon, ils sont un peu sélectionnés pour ça. Si de toute façon nos chiens n'aimaient pas travailler, on ne leur imposerait pas. Déjà, on les réformerait, si vraiment ils aiment pas ça. Et puis de toute façon, je le vois directement qu'il aime ça, parce que souvent je lui sors la phrase on va travailler, et en fait je regarde sa réaction. Et c'est vrai que la plupart du temps, presque tout le temps en fait, quand je lui sors cette phrase, il est enjoué, il se concentre directement, et c'est là que je vois qu'il veut m'accompagner. Et donc je sors son dossard, et directement il passe sa tête dedans. Et puis on y go, quoi. On y va. On y va. On part faire des accès publics, aller au cinéma, aller manger, faire des courses. Notre vie quotidienne. Voilà. Et franchement, je trouve que nos chiens d'assistance, ce sont vraiment des super-héros. Avec des poils, certes, mais des super-héros. Franchement, Koda me sauve ma vie, me sauve la vie au quotidien. Et je l'en remercierai, en remercierai jamais assez, vraiment. Donc, pour conclure mon petit passage dans ce super podcast au poil, déjà encore merci de m'avoir invité pour intervenir. Et puis également pour dire aux gens, non, nos chiens ne travaillent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, ils sont énormément caressés par nous, par nos amis. Bien sûr, s'ils aiment ça, hein, bien entendu. Oui, ils jouent, ils ont une vie de chien. Et puis voilà, c'est tout simple. Quand ils ont leur dossard, il ne faut pas les déranger, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, ne les appelez pas. Ne les regardez pas intensément. N'essayez pas de les toucher non plus. Et puis ça devrait aller. Merci encore. On vient d'écouter le superbe témoignage de Ilona avec du coup son chien d'assistance Koda. C'était ultra intéressant parce que vraiment elle nous parle de la réalité derrière les chiens d'assistance, que tout est fait dans le respect du bien-être animal et donc que les choses sont quand même plutôt bien faites, et ça veut pas forcément dire que l'animal travaille H24, il a sa vie au travail et il a sa vie de chien. Maintenant, je vais vous passer le témoignage de Lydia, qui est aussi une amie proche à moi, qui intervient avec ses chiens dans le cadre de la médiation animale en prison. Donc, rappelle-toi, on a fait un épisode sur ce sujet-là, sur la zoothérapie, sur la médiation animale. Je connaissais pas encore Lydia à cette époque, mais du coup, si j'avais su, on aurait pu l'interviewer. Ce qu'on fera d'ailleurs certainement en vidéo YouTube, je pense. Mais voilà,
Oh, on a Kaito qui est de retour. Elle insiste en fait sur la préparation des chiens. Ils sont pas lancés dans cette activité du jour au lendemain. Elle parle des signes de plaisir, comment ces animaux, parce qu'en fait elle a pas que des chiens, mais bon, je vais pas trop te spoil, je te laisse le témoignage de Lydia. Bonjour à tous, je m'appelle Lydia, je suis intervenante en médiation par l'animal depuis 2018. Ça fait 6 ans que je travaille essentiellement en milieu carcéral avec du coup mes animaux, que ce soit des chiens, des petits rongeurs, des lapins, mais également des animaux de ferme. J'ai un petit peu fait tout type de public et avec un petit peu tout type d'animaux. Alors la médiation animale, c'est un secteur qui est en vogue et qui est pratiqué par beaucoup de personnes, mais il faut savoir que c'est pas à faire, on va dire, avec son chien de famille, sans s'informer un maximum, sans connaître sur le bout des doigts nos partenaires, qui sont vraiment nos collègues avec lesquels on intervient. Hein. C'est pas des objets, c'est pas des médicaments et c'est pas des robots non plus. En réalité, pour qu'une séance de médiation elle soit positive, il faut pas qu'elle le soit seulement pour la personne qui va bénéficier de l'approche des animaux, parce que c'est vrai que la présence d'un animal fait du bien, mais ça n'a aucun sens si l'animal n'est pas acteur et lui-même bien. Voilà. Et c'est vrai que moi, dans ma pratique, ça a toujours été une question de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que oui, ça va être un moment agréable pour la personne qu'on accompagne, mais ça doit être agréable pour l'animal aussi. Et pour ça, il y a quelques règles à respecter. Ça commence par ma propre formation, c'est-à-dire que moi, j'ai un cursus en tant qu'éthologue aussi, que ce soit cheval, chien ou les petits rongeurs. Donc je sais décoder en fait le langage de mes animaux et c'est que des animaux qui vivent avec moi au quotidien ou avec lesquels je travaille au quotidien. Donc c'est des animaux que je connais bien, donc on est censé en tant qu'intervenant reconnaître voilà, les signaux d'alerte, les signaux de mal-être, voilà, se former sur tout ce qui va être signaux d'apaisement, voilà, si le chien se lèche les babines, s'il détourne la tête, voilà, c'est des choses que nous on doit décoder, qu'on ne doit pas forcément faire ressentir en face à la personne si c'est pas le moment, ou sinon qui sont des super outils pour rebondir et travailler justement sur le consentement, le respect de soi et les relations à l'autre. Ensuite, il y a évidemment la formation de l'animal, c'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ne seront pas aptes du tout à intervenir auprès de public, et ça, eh ben, ça peut arriver qu'on adopte un animal et qu'on a envie d'en faire son partenaire de travail et que ça ne puisse pas se faire parce qu'il y a trop d'angoisse, parce que le passé est trop lourd ou parce que simplement c'est pas un chien ou un rongeur qui aime le contact humain et dans ce cas ça n'a pas d'intérêt de l'y forcer. Si l'animal est apte, il y a aussi tout l'autour, tout le quotidien qui rentre en jeu. Quelle qualité de vie j'offre à mon animal pour qu'il vienne travailler avec moi, pour qu'il ait envie de travailler avec moi. Donc ça commence par exemple, pour ma part, par des balades avant d'aller au travail et des balades après, avec des temps chouettes avant, mais aussi surtout pendant les séances, pour positiver les lieux, les personnes, etc. Il faut savoir que mes chiens sont toujours ravis d'aller travailler, parce qu'ils savent que la première étape, c'est d'aller chercher une friandise dans un des bureaux avant d'entrer en détention. Et ça fait vraiment partie d'assurer en fait un contexte qui est agréable pour l'animal. Sinon, ça n'a pas de sens. Déjà, ça va saouler parce qu'on va devoir les traîner et c'est juste contre-productif. Ça nous met pas dans de bonnes dispositions et on n'est pas ouvert à l'autre. Et puis on véhicule les mauvaises valeurs. Parce qu'en médiation par l'animal, on a aussi le message qu'on porte qui est le bien-être animal. Comment bien s'occuper de son animal, comment tisser une relation saine, de confiance avec l'animal. Et ça ne peut pas être fait si nous on donne pas le bon exemple. Alors tout ça c'est bien beau sur le papier, mais il y a forcément des loupés. Et c'est avec ces loupés qu'on apprend aussi. Donc faut être très attentif, très vigilant, il faut savoir ce qu'on fait et comment on le fait. C'est-à-dire que j'ai un chien par exemple qui est très craintif et qui a retrouvé confiance en l'humain grâce à mes séances, parce que j'ai eu un tas de participants, mais d'une patience et d'une gentillesse tellement énorme qu'au fur et à mesure il a pu comprendre que tous les humains ne lui voulaient pas de mal. Et tisser même des relations très fortes avec certains, au point de courir vers eux en chouinant, chose qu'il ne fait même pas avec des proches à moi. Mais avant d'en arriver là, il y a eu des moments où il n'avait pas envie d'aller travailler, des moments où il a eu peur, des moments où il y a eu des loupés. Et c'est pas foncièrement grave dans le sens où tant qu'on s'en sert en fait pour améliorer, voire pour changer, parce qu'il y a eu des moments où je l'ai mis à la pré-retraite, il y a eu des moments où je l'ai pas emmené, il y a eu des moments où je l'ai emmené mais je demandais à ce qu'on le laisse tranquille. C'est toute une question de cerner, de cibler, d'analyser, c'est vraiment du travail de toute haleine. Peut-être qu'un animal sera ravi de vous accompagner au début, puis qu'il aura une mauvaise expérience et qu'il faudra l'arrêter. Ou peut-être au contraire qu'un animal aura du mal au début, mais qu'en adaptant, ça peut être une super valeur aussi sur le fait d'apprivoiser, de tisser un lien de confiance, et ça peut marcher aussi. Donc pas partir sur des a priori, pas croire que tout est défini, mais surtout s'adapter
au jour le jour. C'est-à-dire que si moi, un jour, les conditions climatiques sont pas réunies, ou les conditions de stress ne sont pas réunies, ou que je vois que juste mon animal a pas finalement envie de travailler comme je le pensais quand il est monté dans la voiture, et bien je fais demi-tour en fait. Ou alors je fais en sorte que les personnes que je vais voir sont des personnes avec qui vraiment il a un lien fort et qui vont le respecter, qui vont le laisser être couché à l'autre bout de la pièce si ça lui chante et qui vont pas forcer. Et ça c'est peut-être la priorité aussi, c'est quand on arrive, quand on commence, il n'y a pas forcément les animaux qui sont toujours présents, mais il faut briefer les personnes qu'on a en face, en s'adaptant bien sûr à quel type de public on a. Mais les valeurs de justement ne pas forcer l'animal, le laisser venir, c'est la première chose quasiment qu'on dit. Le fait que personne n'est forcé à rien et que c'est sur ça qu'on va baser une relation de confiance. Les participants, pour moi, ils sont aussi devenus des aides. Mes yeux, quand le chien est pas dans le bon sens pour que j'observe bien ses signaux, voilà, c'est des personnes que j'ai formées aussi à ça, c'est des indications qu'on doit transmettre à tout ce qui est justement regarder l'animal, s'assurer qu'on le force pas. Et du coup, c'est appliqué en face et on est tous sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est très important. On ne peut pas s'attendre à ce que la personne en face fasse tout bien si on ne lui explique pas comment bien faire, comment bien relationner avec l'animal. Et chaque animal va être différent, chaque animal aura des sensibilités différentes. Il faut à chaque fois faire la mise à jour. Il y a aussi des moments où c'est pas possible. Il y a des personnes avec qui un de mes chiens ne s'entend pas. Et je n'arrête pas de voir la personne pour autant et je n'arrête pas d'emmener mon animal au travail pour autant. Mais juste, eux deux, je ferai en sorte qu'ils ne se rencontrent pas. Et c'est vraiment une question de s'adapter, en fait, et de pas non plus se bloquer, et d'avoir cette souplesse pour se dire, voilà, mon animal, mon chien, mon lapin, mon cochon d'Inde, mon oiseau, c'est mon partenaire, il me parle. Pardon, je rigolais parce que mon chien qui était sur le lit avec moi a un petit peu dérapé et a failli tomber. T'entendais qu'on parle de toi, loulou, hein. Enfin bon, en tout cas, c'est vraiment un travail constant d'analyse, d'écoute, de respect. Et c'est pas un truc à faire à la légère. Mais il y a plein de symptômes, on va dire, à analyser pour savoir si son animal n'aime pas aller au travail, c'est-à-dire s'il traîne la patte, s'il est dans l'évitement constant, s'il est dans la fuite, s'il mange pas forcément ou s'il participe pas à l'action, peut-être ne pas l'emmener. Voilà. Ou faire d'autres choses à côté. Mais il y a pas mal de petites choses aussi qui montrent qu'un animal a envie d'être là, même s'il peut y avoir des loupés. C'est voilà, quand il y va avec entrain, quand il est présent, participatif, quand il se sent libre aussi de prendre des temps de repos. Et tout ça, ça se travaille aussi en amont, c'est-à-dire que dès le début, mes chiens, je leur ai appris qu'ils avaient le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je proposais. Et ça, ils l'ont très très bien compris, même parfois trop. C'est-à-dire que parfois, ma chienne, elle s'arrête en haut des escaliers, elle me dit « Tu te rappelles quand j'étais petite, tu me portais ?» Et là, tout pareil, je suis fatiguée. Et c'est important de les écouter et de toujours expliquer ce qui se passe. En gros, il n'y a rien de vraiment négatif qui peut se passer dans une séance de médiation, même si l'animal ignore et fuit le contact. On va travailler justement sur ce que ça crée chez l'autre. Et c'est toujours source de discussion. Finalement, l'animal, il est là, mais c'est pas à lui de faire tout le taf. Il fait le taf en étant là, simplement en véhiculant du bien-être, mais il n'a pas forcément à être en contact physique avec la personne. Et c'est à nous d'être simplement les traducteurs, en fait, de ce qui se passe. Et après, c'est à nous de tisser de la relation avec la personne. Et c'est nous qui allons devenir le soutien. L'animal, il est là, ça devrait être un plus. Voilà, c'est pas à lui de tout assumer. Il doit avoir ses temps de repos aussi, il doit avoir ses temps de désengagement, et il doit toujours être respecté. Sinon, on fait très mal notre travail. Et on ne peut pas véhiculer les bonnes valeurs. Voilà, c'était le témoignage de Lydia. Merci encore à toi. C'était tellement instructif. Donc elle est vraiment déjà depuis des années dans le monde professionnel avec ses animaux. Et donc je trouve que son témoignage est super intéressant pour notre sujet du jour. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux témoignages ? Ce sont des animaux qui travaillent, certes, mais ils sont accompagnés avec respect. Le travail fait partie de leur vie, mais il n'est pas imposé au détriment de leur bien-être. On l'a vu du coup avec ces deux témoignages. Et en fait, elle est là, toute la nuance. Oui, les animaux de travail peuvent trouver du sens, du plaisir, de la stimulation dans certaines activités.
Certains animaux aiment leur rôle, souvent parce que leur mission est proche de leur instinct, donc courir, chercher, résoudre, interagir, et aussi parce qu'ils sont encadrés, écoutés et protégés, comme on l'a vu avec mes deux amies Ilona et Lydia. Tout ça pour te dire que l'important, ce n'est pas tant ce que l'animal fait, mais plutôt dans quelles conditions il le fait. Mais encore faut-il que leurs besoins soient reconnus, que leur choix soit écouté, même si elle est silencieuse. Et aujourd'hui, en fait, on reconnaît surtout les chiens de travail. Donc là, c'est vrai qu'on l'a vu avec Lydia et Ilona, on était surtout dans le cadre des chiens, bon, avec Lydia, des rongeurs également, mais voilà, ça m'amène à la réalisation que pas tous les animaux ont cette chance, pas tous les animaux de travail ont cette chance. Tous les chiens d'assistance ne sont pas toujours avec des personnes informées non plus, ni bienveillantes ou attentives. Et dans certaines structures et entreprises, on robotise beaucoup l'animal par la répétition, par l'absence de pause, par des objectifs à atteindre sans fondement, sans lui demander son avis. Donc voilà. Et c'est là qu'on glisse de l'utilité vers l'instrumentalisation. Et là, ça devient plus grave. Ce n'est pas parce qu'un animal n'a pas le même langage que nous avons tous les droits sur eux. Et donc maintenant, j'aimerais te parler de quand le travail devient de l'exploitation pour les animaux. On l'a dit, le travail des animaux peut être source d'utilité mutuelle et même d'épanouissement si et seulement si certaines conditions sont réunies. Mais dans la réalité, c'est malheureusement pas souvent le cas. Il y a beaucoup trop de situations où le lien avec l'humain et l'animal, il est tout simplement rompu, où l'animal n'a plus son mot à dire et où son travail devient de l'instrumentalisation pure. Et ça commence toujours par une petite question toute simple. À qui profite ce travail ? Prenons l'exemple des animaux dans les forces de l'ordre de l'armée ou des douanes par exemple. Donc on va prendre les chiens policiers ou militaires. Ils sont souvent présentés comme des héros et dans certains cas, ils reçoivent effectivement de la reconnaissance, des soins et un véritable accompagnement. Mais derrière cette image, il y a aussi une exposition à des situations vraiment très stressantes et dangereuses. En fait, on va avoir une sélection et un dressage qui est intensif où le bien-être de l'animal, il n'est pas forcément toujours la priorité. Et parfois, on a même l'absence de retraite ou de suivi médical une fois que l'animal n'est plus utile. Le chien devient alors un outil jetable et son bien-être passe au second plan, voire à 0 plan du tout en fait. Tout ce que je te raconte ici, ça me fait beaucoup penser, je t'en parlais tout à l'heure, à l'association Action Protection Animale créée par Anne-Claire. Je te mets leur Insta dans la description évidemment. Et en fait, c'est vraiment à travers ces comptes que j'ai découvert la triste réalité derrière les chiens de sécurité, notamment. Là, j'ai un nom qui me revient en tête parce que son histoire m'avait vraiment peinée, mais c'était, je crois qu'il s'appelait Rex, c'est un Malinois qui a été retrouvé dans une voiture. Si je dis pas de bêtises, il était à ce moment-là âgé de 2 ans et il vivait sous la plage arrière d'un coffre de voiture. Donc on rappelle qu'un chien n'a rien à faire dans une voiture, c'est pas un lieu de vie et que ça peut littéralement le tuer, mais continuons. Son détenteur avait soi-disant aménagé son coffre pour y mettre son équipement de travail, donc son chien et ses sacs. Donc son chien n'est en fait qu'un objet dans cette situation. Et en fait, quand il n'était pas utilisé pour le travail, donc je parle bien de Rex là, il était rangé comme un objet dans ce coffre de la mort et il n'avait aucune place pour bouger. Il pouvait pas se mettre debout, ni boire, ni manger, ni même s'étirer. Et c'est une véritable... j'ai même pas les mots, c'est une véritable honte, une honte qui aurait pu littéralement lui coûter la vie. Et son enfoiré de détenteur a osé dire pour sa défense que Rex a l'habitude et qu'il s'y est fait à cette vie-là. Et le problème, c'est que le cas de Rex, c'est pas un cas isolé. Beaucoup d'animaux
sont traités de cette manière dans le cadre de leur travail. On les utilise, puis on les range après usage, sans se soucier une seule seconde des besoins de l'animal. Et là, on entre vraiment dans l'instrumentalisation, dans l'objectisation des animaux. Et à travers ce conte-là, donc qui fait beaucoup de sauvetage, j'ai découvert des histoires les plus horribles les unes que les autres, et souvent l'histoire se répète pour les chiens de sécurité. C'est extrêmement grave. Vraiment, il n'y a pas de soin, il n'y a rien du tout. L'animal est traité comme un putain d'objet. Et je suis désolée pour les gros mots, mais là, il y a des fois, je pète les plombs en fait. Et le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de contrôle ni d'encadrement sur les animaux de travail. C'est pas surveillé et donc on glisse bien trop facilement dans la maltraitance. J'aimerais maintenant te parler d'une autre catégorie d'animaux travailleurs, les animaux dans les spectacles, dans l'événementiel et dans le tourisme. Oui, je suis déjà énervée. Je vais être tendue pour cette partie. Les animaux utilisés dans le divertissement, selon moi, ça ne devrait pas être normalisé comme ça l'est aujourd'hui. C'est une véritable honte, ce n'est absolument pas ok, ce n'est absolument pas normal. Les animaux de foire, dans les cirques, etc., c'est de la maltraitance. Donc vraiment, n'allez jamais à ce genre de spectacle. Ne contribuez pas, s'il vous plaît, à des pratiques aussi abusives que celles-ci, mais vraiment par pitié, ne le faites pas. Et pour les gens qui me diraient que certains animaux ont l'air de s'amuser dans ces conditions-là, il va falloir arrêter de confondre docilité et plaisir. On oublie bien trop souvent que ces animaux n'ont souvent aucun moyen d'exprimer un refus de manière claire pour l'homme, aussi parce que l'homme n'a pas envie d'écouter en fait. Et là j'ai plusieurs souvenirs qui me reviennent en tête, dont un qui est un petit peu extrême, donc je vais te mettre un trigger warning. Donc Clara du montage met le timecode où est-ce qu'on peut passer ce passage. Coucou, c'est la Clara du montage. Alors si tu veux éviter l'anecdote qui parle du coup de violence sexuelle faite à un animal, tu peux passer jusqu'à 44 minutes 50 à peu près. Je ne sais plus le nom, mais c'était une orang-outan. Je sais plus c'était dans quel pays. C'est en Asie du Sud-Est, mais je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Mais en gros, donc c'est une orang-outan qui a été sûrement obtenue à travers du braconnage et qui a été vendue dans une maison close. Et en fait, pour les clients qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ils avaient le droit de profiter de ce orang-outan qui, il me semble, a vécu ça pendant 7 ans. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il la rasait tous les jours. Donc, il rasait les poils du singe tous les jours. Et qu'il la maquillait pour qu'elle ressemble le plus possible à une femme. Elle était menottée à des murs et des hommes pouvaient abuser d'elle pour quelques sous. Cette histoire, elle m'a traumatisée, elle m'a fait pleurer. C'est terrible parce que quand elle s'est fait sauver de cet enfer, elle n'a pas compris ce qui se passait. Et sa première réaction quand elle a vu des hommes entrer dans cette pièce où elle était restée captive, elle a écarté les jambes comme on lui avait appris à le faire. Parce que pour elle, c'était son job, c'était son travail. C'était le seul moyen pour elle de rester en vie, de ne pas se faire battre, etc. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible et même là, j'en ai les larmes parce que je pense qu'on ne peut pas tomber aussi bas, honnêtement. On ne peut pas tomber aussi bas. Aujourd'hui, elle essaye de se remettre de ça, mais on ne s'en remet jamais, je pense. Et donc elle vit dans un sanctuaire et elle a eu beaucoup de mal avec la présence des hommes
où justement elle avait ces habitudes-là à écarter les jambes. Après, elle a commencé à avoir extrêmement peur. Et la propriétaire, l'ancienne propriétaire du coup de cet orang-outan, qui était une femme en plus, prétendait aimer son animal. Et donc elle est allée la voir plusieurs fois dans ce sanctuaire. Et forcément, la orang-outan refusait de la voir parce que c'était trop douloureux. Donc voilà, on glisse facilement dans la maltraitance et même, là, on est quand même dans un cas extrêmement extrême. Donc, mais je voulais quand même en parler parce que je veux vous montrer ce que l'homme est capable de faire subir à des animaux pour ses propres intérêts. Voilà, fin de cette anecdote vraiment trash. On va pouvoir passer à un autre souvenir que j'ai. C'était dans une sorte de zoo, mais accessible sans payer ni rien. Je sais plus où c'était. Je sais pas si c'était à Lyon. Peut-être que c'était à Lyon, je me rappelle plus. Je sais plus pourquoi j'étais là-bas, parce que je suis anti-zoo, mais ce jour-là, un ours faisait en fait le tour de son enclos, qui était d'ailleurs fortement petit, inlassablement, le même tour, sans porter aucune attention aux gens qui l'entouraient. Moi, j'ai dû retenir mes larmes ce jour-là, complètement impuissante face à la tristesse de cette scène. Cet ours était dans une telle détresse et moi, j'avais qu'une envie, c'était pleurer. Et les gens autour riaient de la situation. C'était du style « Oh mais regarde, l'ours fait tout le temps le même tour, c'est trop marrant, ha 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 », des enfants, des adultes qui riaient. Et moi, je sentais une honte, mais une honte énorme, une honte de faire partie de la même espèce qui exploite et instrumentalise d'autres espèces de cette manière, pour le divertissement. Ça m'a brisé le cœur et je pense que je pourrai jamais oublier cet événement de ma vie, je pense. Ça a laissé vraiment une marque indélébile dans ma mémoire et je comprends pas qu'on puisse fermer autant ses émotions, autant son empathie et ne pas voir qu'il y a un problème ici. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que... moi, je me suis mis cette responsabilité, ce rôle que je dois participer à la sensibilisation pour qu'on sache que tout ça, ce n'est pas normal et qu'il faut changer ces comportements de cons de merde. Voilà. J'en ai marre. Je vous avais dit, je t'ai dit, cette partie, elle me tend comme un string. Donc tu vois, le problème, c'est qu'on a normalisé l'exploitation. On ne compte plus les cas de surmenage, de la sélection génétique pour améliorer les performances des animaux. Donc par exemple ici pour les vaches laitières. Voilà. Si on faisait ça sur des humains, on dirait que c'est monstrueux. Pourtant, on n'a aucun mal à le faire vivre aux autres espèces. Et il y a tellement de dérives. Et encore, j'ai pas osé te parler de certaines fermes et conditions d'élevage parce que quand je mentionne ça, tout le monde se braque dans un déni profond, mais il y a énormément de pratiques pires que douteuses qui existent et qu'il faut dénoncer, c'est notre rôle. Donc si tu veux savoir, comment savoir lorsque tu es face à une forme d'exploitation, je te propose quelques red flags que tu peux facilement repérer. Le premier, c'est que l'animal n'a aucun contrôle sur son environnement ou sur ses activités. Donc être enfermé dans une cage ou un enclos H24 par exemple. Tu peux facilement imaginer du coup les animaux qui sont exploités dans les cirques. Un tigre dans une cage pour faire du hula hoop ou j'en sais rien, ou des éléphants pour faire de l'équilibre. Non. C'est non. C'est archi non. Un autre red flag, c'est quand l'animal montre des signes de stress, d'apathie ou d'agressivité. Donc comme en parlait Lydia, on peut reconnaître en réalité ces signaux, on doit les reconnaître et je pense pas que ce soit uniquement dans la médiation animale. Tout le monde peut les connaître et les repérer pour qu'on vive juste plus en paix avec autre espèce que la nôtre. Voilà. Troisième red flag, c'est que son corps est utilisé comme outil, donc pour porter, tirer ou divertir. C'est pas ouf comme situation, on est d'accord. Un autre red flag, c'est qu'il ne bénéficie pas de temps de repos, de vie sociale ou de soins adaptés. Et donc là, on a vu vraiment la différence avec les deux témoignages qu'on a eus où les chiens de travail avaient leur moment à eux, avaient une vie sociale et des soins, avaient une vraie vie normale. Et c'est pas le cas de tous les animaux de travail.
Et surtout, un autre gros red flag, c'est quand le travail sert uniquement les intérêts de l'humain, donc très souvent financiers, commerciaux ou pratiques. Donc comme on s'en parlait par exemple dans le divertissement, ça fait plaisir qu'à l'humain, pas à l'animal, vraiment pas à l'animal. Donc voilà, je ne veux pas te dire que travailler avec un animal c'est forcément l'exploiter parce que c'est pas le cas. Ce n'est pas en fait le fait de partager une activité avec un animal qui pose problème, c'est le cadre dans lequel on le fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Un chien qui aide à la recherche en forêt, un cheval dans un centre équestre bienveillant, je sais pas, un chat qui participe à une activité de médiation dans un EHPAD par exemple, tout dépend du respect du consentement, des besoins physiologiques des animaux et du cadre éthique autour de l'activité qu'on demande à l'animal. Voilà. Encore une fois, on n'a pas de police des animaux pour encadrer tout ça, donc malheureusement, on peut surtout se fier à notre petite jugeote pour repérer le mauvais du responsable. Ouf, cette partie, elle était intense pour moi. Je vais faire une pause. Enfin, toi tu la verras pas la pause, mais je vais faire une pause parce que c'était vraiment éprouvant de parler de tout ça. En plus je me retiens, mais il y a beaucoup de choses que j'aimerais dénoncer, que je peux pas forcément faire ici ni comme ça, c'est pas la bonne manière de le faire. Mais voilà, en tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, parce que j'ai plein d'autres anecdotes qui peuvent facilement te peiner, te faire pleurer. Donc si t'as envie de te faire du mal, n'hésite pas. Moi, je me fais du mal tout le temps à connaître ce qui se passe réellement pour les animaux dans le monde. Et voilà, c'est ma responsabilité. Je sais, donc je dois en parler. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile pour moi tous les jours. Avec tout ça... moi j'ai eu une réflexion sur notre besoin d'utilité. Du coup j'aimerais qu'on en parle ici maintenant. Je me suis posé une question, pourquoi est-ce qu'on tient autant à ce que l'animal serve à quelque chose, qu'il ait une fonction, qu'il soit utile? C'est une idée qu'on retrouve souvent, même de manière inconsciente. Et je trouve que ça en dit long sur notre rapport à la productivité et à la production. Je pense que c'est beaucoup lié à notre historique avec certains animaux, puisque historiquement, les animaux ont été intégrés à nos sociétés parce qu'ils remplissaient un rôle précis. Donc par exemple le cheval pour le transport, le chien pour la chasse, la garde ou même la guerre, et le chat par exemple pour chasser les rongeurs. Et historiquement donc leur présence était légitimée par leur utilité. Ils étaient acceptés car ils se rendaient utiles pour l'homme. En fait, un animal qui sert à rien, c'était juste impensable. Aujourd'hui encore, je trouve que cette logique-là, elle persiste, même quand on ne s'en rend pas toujours compte. Un chien de compagnie qui protège la maison, un chat qui apaise l'anxiété, un animal thérapeutique ou éducatif. Ce n'est pas que ces rôles sont forcément mauvais en soi, mais ils traduisent, je trouve, un besoin humain de justifier la présence de l'animal. Du style... s'il me sert à quelque chose, alors il a sa place. Et en plus, on me l'a déjà dit ça. Quand j'ai annoncé vouloir vivre avec des animaux, une des premières questions qu'on m'a posées, c'était « pourquoi faire ?» Et c'est fou de réaliser qu'on doit justifier la place d'un animal dans nos vies par l'utilité qu'il nous procure. Je voulais aussi reparler rapidement de l'aspect internet de tout ça. Même si j'en ai déjà dédié un épisode que tu pourras retrouver en description sur notre lien avec nos animaux à l'ère d'internet, donc c'est l'épisode 7, dans notre époque ultra connectée, l'utilité de l'animal se déplace aussi vers la sphère numérique. Un animal qui attire les likes, les vues, les collabs, ça devient un levier de contenu parfois sans même qu'on s'en rende compte et l'animal devient alors une vitrine, un outil d'image,
projection et de narration. Et cette utilité-là, même si elle paraît soft, donc douce, sans danger, elle peut déformer les relations qu'on entretient avec les animaux. Mais je vais pas aller plus loin que ça parce que je te laisserai découvrir l'épisode 7 pour aller plus loin dans cette réflexion qui est déjà bien complet. Le risque dans tout ça, c'est de projeter nos propres besoins sur l'animal au lieu de le regarder comme un individu avec ses envies, ses limites et son langage. Je me permets donc de lancer une question ouverte. Est-ce qu'on peut accepter qu'un animal n'ait pas de fonction, qu'il n'apporte rien d'autre que sa simple présence ? Et si le lien avec lui ne devait pas se mériter par l'utilité, mais se vivre dans le respect, tout simplement, à quel point ça changerait nos relations avec eux et la perception du monde sur les autres espèces ? Franchement, je me le demande. N'hésite pas à me donner ton avis sur ces questions en commentaire sur Instagram ou TikTok, YouTube ou en DM, peu importe. Mais je pense que le débat est super intéressant. Bon, je pense que tu l'auras deviné, moi mon avis sur la question, j'ai un petit peu développé ça pendant tout cet épisode, mais il est vrai qu'on a tendance justement à chercher de l'utilité à tout, juste pour pouvoir justifier, accepter que quelque chose puisse arriver dans nos vies, mais encore une fois, je trouve que ça dénonce aussi nos sociétés modernes. On a absolument besoin d'être surproductif, d'être toujours utile au lieu de simplement vivre comme le ferait un animal en fait. Donc moi j'avoue que dans ma vie j'aspire à m'inspirer justement des animaux dans leur mode de vie à eux, que je trouve beaucoup plus éthique en fait. Et pour moi, je ne traite pas mes animaux comme pas comme s'ils étaient utiles en quelque chose, mais après quand j'y réfléchis, ma vie avec eux, etc., leur présence est utile pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon bonheur, etc. Mais il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour ça. Je les observe et juste ça me comble de joie. Donc je pense personnellement que on peut accepter qu'un animal n'ait aucune fonction. Même si encore une fois c'est biaisé parce que il m'apporte quelque chose, mais avant d'adopter je pensais pas forcément que ça m'apporterait autant. Mais je savais que ça m'apporterait quand même. Donc tu vois, le débat il est quand même intéressant parce que la réflexion derrière elle est vraiment super profonde. Bon, on va pouvoir conclure cet épisode. C'est la première fois que je fais un épisode solo aussi long. Donc voilà, je suis quand même contente. Bon, on a eu l'intervention de 2 copines et j'ai beaucoup aimé ce format où justement on a la bonne qualité audio, etc. aussi, qui apporte vraiment une qualité d'enregistrement qui est trop cool. Donc j'aime bien aussi quand vous me faites des témoignages comme ça, c'est trop bien. On a souvent envie de bien faire, on veut que notre chien, notre chat, notre cheval ait une vie remplie, équilibrée, qui fasse partie de nos projets, de nos métiers, de notre quotidien. Moi, c'est le cas. Je suis créatrice de contenu et j'aime que mes animaux participent à cette activité-là. Mais cet épisode, c'était l'occasion de se poser cette question un peu inconfortable. Jusqu'où est-ce que je respecte vraiment ses besoins, ses limites et son consentement ? Est-ce que mon animal travaille ou est-ce qu'il est utilisé ? Est-ce qu'il a la possibilité de dire non, de se reposer, de vivre pour lui et pas toujours pour moi ? Parce que le cœur de cette réflexion, c'est pas de condamner, de pointer du doigt ou de complexer, c'est juste de repenser notre lien à lui. De remettre l'animal au centre comme un individu avec ses propres envies, ses rythmes, ses façons d'être au monde, tout simplement. Et parfois, ça veut dire prendre du recul, renoncer à un projet ou au contraire, constater avec joie que ce que l'on vit ensemble, on le vit à 2 et que ça lui plaît vraiment, comme Ilona avec Koda, que ça l'aide à s'épanouir. Le travail, comme pour nous humains, c'est pas un mal en soi. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont il est vécu.
c'est ce qu'il dit de notre lien, de notre respect, de notre capacité à faire de la place pour l'autre. Sur ces bonnes paroles, n'oublie pas de t'abonner, de me donner ton avis, de m'envoyer des messages si tu as envie d'en discuter ensemble. N'hésite pas à réagir sur les réseaux sociaux, tu peux faire des stories. Là récemment, j'ai été taguée en story qui réagissait à un épisode, ça m'a trop émue, j'ai cru pleurer. Donc voilà, tout ça, ça me fait plaisir. N'hésite pas à me suivre donc aupoil.podcast sur Instagram et TikTok. C'est le même nom de compte sur YouTube. Abonne-toi sur YouTube en vrai parce que j'aimerais commencer à faire du contenu vidéo. Je sais que j'en parle depuis un moment, je l'ai toujours pas fait, mais voilà, ça viendra en complémentarité avec les épisodes que je crée et aussi les contenus courts que je peux proposer sur les réseaux sociaux. Donc reste branché, reste connecté, suis-moi un petit peu partout, n'hésite pas à me donner ton avis et puis bisous à toi et tes loulous et bye bye.